édition spéciale sur BFM Business. Édition spéciale ce soir sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Édition spéciale parce que c'est donc officiel depuis une heure. Il n'y aura pas de mariage entre Orange et Bouygues Télécom. Les deux groupes l'ont annoncé chacun de leur côté sur les coups de 19h. Les discussions ont échoué. Après environ 3 mois d'intenses négociations, c'est un sacré coup de théâtre, vous savez, dans ce secteur des télécoms, qu'on commençait à envisager vers un retour à 3 opérateurs. On va en parler jusqu'à 21h avec nos experts maison. Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonsoir Simon. Frédéric Simotel, éditorialiste high-tech. Bonsoir Frédéric. Et puis 2 experts qui sont déjà là avec nous pour parler de tout ça. C'est Stéphane Dubreuil. Bonsoir Stéphane Dubreuil, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Et puis Léonidas Kalogiropoulos, que vous connaissez, que vous voyez régulièrement dans les experts, notamment avec Nicolas Dos. Bonsoir Léonidas. Bonsoir. Bienvenue, délégué général d'Alternative Mobile et puis vice-président d'éthique, que vous êtes souvent avec nous sur BFM Business. Beaucoup de questions qu'on va passer en revue tout au long de cette heure avec d'autres intervenants qui viendront nous rejoindre. D'abord, peut-être Simon avec vous, on va revoir un petit peu ce qui s'est joué depuis une heure. C'est tombé sur les coups de 19h, des annonces conjointes d'Orange et de Bouygues pour le coup. Oui, deux communiqués qui disent à peu près la même chose, qui expliquent qu'on est arrivé à l'échec de ces discussions qui ont effectivement duré 3 mois. La date butoir elle avait été fixée au 31 mars, donc hier. On s'était donné quelques jours de plus. Tenté, on avait commencé à comprendre qu'il y avait peut-être un problème. On s'était donné 3 jours de plus jusqu'à dimanche pour trouver un accord. Mais voilà, on n'est même pas allé jusqu'au bout de cet ultime délai. Alors qu'on rappelle qu'on était en négociation intense depuis je crois, le 4-5 janvier. Donc ça dure 5 janvier, l'officialisation des discussions. En réalité, on discutait déjà depuis quelques semaines avant. Alors, on sait qu'il y avait pas mal de points encore non tranchés. Ça va être aussi l'objet de cette heure des discussions. Essayer de savoir notamment, bien sûr, ce qui n'a pas marché, ce qui a dysfonctionné dans la dernière ligne droite. Et puis, on posera bien sûr d'autres questions sur ce qui se passe maintenant, parce qu'on reste, vous l'avez compris, avec 4 opérateurs mobiles aujourd'hui. Alors que ce marché essaie notamment depuis 2 ans, à travers plusieurs tentatives d'opération, de se réorganiser. Pour l'instant, on est toujours à 4. Et on posera cette question. Je reste avec vous, Simon, parce qu'on le disait, il y avait quand même certains points qu'on sentait encore difficiles à régler ces dernières heures. Il y avait notamment des questions autour de la valorisation de Bouygues. Est-ce que c'est sur ces questions que ça a chopé finalement dans la dernière ligne droite ? Il y a deux raisons principales qui ont conduit à l'échec. La première, c'est effectivement la valorisation de Bouygues Télécom. 10 milliards d'euros, c'était un prix assez élevé par rapport à la valeur financière de l'opérateur. Et on a compris que depuis quelques jours, ce montant faisait tiquer de côté de l'État actionnaire, premier actionnaire d'Orange, qui n'était pas forcément prêt à faire ce chèque, en quelque sorte, à Martin Bouygues. Ça avait des conséquences aussi sur les discussions, sur la gouvernance du futur ensemble, puisque il y avait des conditions qui ont été jugées inacceptables du côté de Bouygues Télécom pour un peu empêcher que Martin Bouygues puisse monter trop rapidement au capital d'Orange ou puisse prendre trop de droits de vote. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est les risques d'exécution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si le deal capote au cours des mois qui allaient suivre d'examen par l'autorité de la concurrence. Qui paye si on s'arrête ? Le problème, c'est que du côté de Bouygues Télécom, on pouvait imaginer que cette période allait être difficile pour l'opérateur d'un point de vue commercial, etc. Continuer à conquérir des clients, des marchés alors qu'on est en discussion. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe si au bout d'un an, par exemple, ou au bout de 18 mois, l'issue, ça pouvait durer jusqu'à 1 an et demi, cette période face à l'autorité de la concurrence. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Un Bouygues Télécom affaibli, comment est-ce qu'on réussit à remonter la pente à ce moment-là, qui paye les éventuels dégâts, etc. Ça a fait peur dans la dernière ligne droite. C'est vrai que Frédéric Simotel, on va en parler dans un instant avec un spécialiste des marchés, mais c'est vrai, Frédéric, qu'on a senti dans la dernière ligne droite que d'un dossier très technique, finalement, ça devenait une question de bras de fer, un bras de fer en fait entre l'État d'un côté et Bouygues Télécom. Est-ce que c'est ça qui s'est passé finalement ? Oui, puis un bras de fer d'hommes aussi. C'est vrai que là, Simon vient de le dire très justement, il y avait cette montée en puissance de Martin Bouygues au sein du groupe Orange. Qui était appelé à devenir l'actionnaire de référence finalement du groupe. Est-ce que c'est forcément bien vu du côté de l'État ? Faut rappeler que derrière l'État, il y a l'Agence pour les participations de l'État avec Martin Vial à sa tête. Il y a Nicolas Dufourcq avec la BPI derrière. Est-ce que eux voyaient... Et le tout fait 23%. Voilà. Est-ce que eux voyaient d'un bon œil cette nouvelle gouvernance. Donc on peut imaginer qu'il y a aussi un problème d'hommes aussi derrière tout ça. Il y a un problème d'ego, il y a des histoires aussi derrière tous ces hommes dont il faut regarder. Et je pense que vraiment, je reviens un peu là-dessus, il faut vraiment penser que l'autorité de la concurrence, ils sont tous beaucoup réfléchis. Mercredi soir, ils ont beaucoup discuté autour de ce que pourrait exiger l'autorité de la concurrence. Et ils se sont dit, oui,
on prend quand même de gros risques parce qu'ils connaissent tous, ils savent tous en gros ce que va leur exiger l'autorité de la concurrence. Et là, ils se disent, mais quand il va falloir mettre tout ça en œuvre avec les exigences, là, ça va être vraiment compliqué. Donc, il y a ce souci. Tout ça s'est accumulé. Stéphane Dubreuil, consultant télécom, donc avec nous. Est-ce que vous êtes surpris de l'issue de ce dossier? Est-ce que vous avez vu aussi monter en puissance ces difficultés dont on vient de parler, notamment avec Simon et Frédéric à l'instant, vraiment dans la dernière ligne droite, là, dans les derniers jours? Je ne suis pas vraiment surpris. Je suis surpris que ça ait mis 3 mois pour qu'on arrive à ça. En fait. C'est ça le sujet. Assez franc. C'est le vrai sujet. Et d'ailleurs, ce que vient de dire, je rebondis dessus. L'histoire de l'autorité de la concurrence, on le sait depuis le départ. Donc, le scénario catastrophe, tout le monde le savait d'entrée. Donc, je suis très étonné. Le deuxième point, et je voudrais revenir sur l'historique qui est intéressant, sur l'histoire de la Valo, parce que c'est en fait le poison lent qui va se distiller tout au cours de cette histoire. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une fuite chez un de vos confrères qui s'appelle Bloomberg, fuite qui est orchestrée, où on va cranter 3 informations. 10 milliards d'euros, entrée au capital à hauteur de 15%, 2 sièges. C'est ça qui va cranter tout. Or, le problème, l'erreur qui a été faite, c'est que les protagonistes ont dit on va régler tous les petits problèmes et on réglera le gros à la fin. C'est l'erreur qui a été faite. Parce que d'entrée, les 10 milliards, tout le monde savait que c'était inacceptable. Les 15%, ils étaient encore plus inacceptables, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de 3 mois où on a trituré tout dans tous les sens, on arrive en fait devant les politiques, on arrive devant ceux qui ont les participations et on dit ah oui, il y a des... Et ce n'est pas un risque d'exécution, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il y avait un risque d'exécution, mais il y avait un risque de validation par l'autorité de la concurrence. Enfin. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Martin Bouygues s'est mis dans la seringue, parce que c'est ça qui vient de se passer, et le réveil lundi sur les marchés va être très très houleux. Il s'est mis dans la seringue, il a joué un coup de poker qui est extraordinaire. Malheureusement, a priori, à moins qu'il y ait encore quelque chose qui se passe dans le week-end, aujourd'hui, il est dans une position qui est très délicate. Il y en a qui sont gagnants dans tous les cas. On va en reparler de ça, bien sûr. Et des perdants. Oui. Mais par contre, je vais être franc avec vous, il y a eu une fuite orchestrée au départ. Certains ont joué avec le feu. Elle a cranté tout le débat. Et moi, j'ai été un des premiers avec vos confrères à dire attendez, c'est très loin d'être fait. À l'époque, on m'a dit mais c'est déjà réglé, tout le monde est d'accord. Les analystes financiers avaient tellement été bien manipulés qu'à un moment, on a dit c'est déjà fait, arrêtez, c'est fait. Donc il y a un moment, il faut revenir à l'histoire. Je pense qu'il y a des gens qui je peux en parler. Il y a eu quand même une forme de légèreté dès le départ. Et il y aura, à mon avis, des sanctions à la sortie. Alors, on va prendre au téléphone justement un responsable d'un observateur des marchés financiers, un acteur des marchés financiers. C'est François Mallet qui est au téléphone avec nous. Bonsoir François Mallet. Bonsoir Guillaume. Responsable des marchés actions chez Kepler Chevreux. Est-ce que vous aussi, même question, vous êtes surpris par l'épilogue de ce dossier? Est-ce que vous avez vu aussi monter ces difficultés qui ont finalement conduit à ce qu'on a ce soir finalement? Non, très honnêtement, je pensais que l'intérêt industriel, l'intérêt du marché français ferait que chacun arriverait à trouver un accord même sur la valorisation. J'ai entendu dire un tout petit peu plus tôt que les 10 milliards c'était beaucoup trop. Enfin, je vous rappelle quand même que quelqu'un comme Patrick Drahi, qui s'y connaît certainement beaucoup mieux que moi, était quand même prêt à payer ce type de prix pour avoir une rationalisation du marché français. Donc ils peuvent tous s'en vouloir. Non, on s'attendait effectivement à ce que ça aboutisse. Les marchés, ceci étant, quand on regarde les valorisations, ne l'avaient pas totalement joué, loin de là, peut-être un peu plus sur Numéricable, qui devait être un des grands gagnants de ce mariage, que sur les 2 autres opérateurs, et évidemment je ne parle pas de Bouygues. Oui. On voit aussi, alors ça fait partie des informations qui se confirment ce soir, c'est que dans la dernière ligne droite, il y a eu un bras de fer véritablement, on le disait, entre Bouygues Télécom et l'État, notamment sur le prix de l'action Orange, que l'État évidemment voulait le plus haut possible pour être le dilué le moins possible. Est-ce que ça pour vous, ça fait partie des choses qui ont bloqué dans la dernière ligne droite? Oui, a priori, c'est ce qui s'est passé, voilà, François. J'ai lu la même chose que vous, oui. Je n'ai pas fait partie de ces négociations, donc je suppose qu'effectivement, il y a eu un problème au niveau de la valorisation, mais là, vous allez me permettre un commentaire très critique sur l'État. Je pense qu'effectivement, l'État a une grosse responsabilité. Au départ, c'est quand même une question d'homme. Être arrivé à avoir finalement les 4 protagonistes à se mettre d'accord sur la répartition des actifs et sur finalement une certaine organisation du marché français, je suis désolé, je pense que c'était plutôt une bonne chose et c'était le principal. Et on savait que l'entente entre Stéphane Richard et Martin Bouygues était bonne. Et ça, c'était un élément déterminant pour la suite et justement pour le fait que ça se passe bien avec l'autorité de la concurrence et le déroulement de l'opération. Donc je trouve tout à fait regrettable que l'opération ne se soit pas faite, ça c'est évident. D'un point de vue boursier, effectivement on en verra les conséquences
dès lundi, je pense que ça sera à court terme. Enfin, le grand perdant, il ne faut pas se le cacher, c'est Bouygues. Alors, on va effectivement reparler dans un instant de ces questions. J'en profite pour saluer, parce que je ne l'ai pas salué, c'est monsieur Azam Adab qui est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous, délégué central CFDT de Bouygues Télécom. Vous nous direz dans un instant comment les salariés de Bouygues ont vécu ces dernières semaines notamment et ces derniers jours qui ont été évidemment compliqués. Léonidas Kalogiropoulos, vous venez donc avec la casquette Alternative Mobile, mais aussi avec la casquette de vice-président d'éthique. Je voudrais avoir votre réaction sur ce que disait François Mallet il y a quelques instants sur le rôle de l'État finalement. Alors écoutez, le rôle de l'État, moi je ne trouve pas ça indigne, loin s'en faut que l'État fasse attention aux intérêts patrimoniaux des admettez qu'il ait dû défendre son beefsteak quand même. Non mais attendez, comme n'importe quel actionnaire, à un moment donné, il regarde si oui ou non le bien qu'il s'apprête à acquérir est à la bonne valorisation. C'est tout à fait sain et tout à fait normal. Là où je trouve ça très étonnant, c'est l'ordre des facteurs. C'est a priori la question que l'on se pose au début d'un deal et pas à la fin. Au début, on se dit, bon, est-ce que oui ou non, on est dans quelque chose qui est à peu près équilibré. Est-ce que, mais la première condition, quand on regarde un rapprochement possible, c'est pas mettre les 4 opérateurs, regarder comment on va se partager le tout, d'ailleurs dans des conditions un peu particulières, parce que ça commençait quand même singulièrement à ressembler à une entente, pour arriver au bout de 3 mois à se dire, ah au fait, qu'est-ce qu'on pense du prix? C'est ça qui est étonnant. Parce que disait Stéphane à l'instant, ça a été mal fagoté depuis le début, c'est ce que disait Stéphane. Oui, mais là où tout ça est effectivement, l'ensemble des points qu'on a abordés sont assez cohérents. C'est vrai que ça fait la 3e fois en 2 ans que l'on essaye de passer de 4 acteurs à 3. Ça veut dire que manifestement, d'un point de vue industriel, il y a probablement quelque chose à ajuster. On sait que l'autorité de la concurrence se serait emparée du sujet dès qu'une proposition aurait été formulée. Et on savait que ça allait prendre 12 à 18 mois pour que l'autorité le valide, prenne un certain nombre de remèdes pour remettre un peu de concurrence sur le marché. Donc tout ça a été connu. La seule chose qui soit stupéfiante, c'est qu'on ait posé la question du prix à la fin des 3 mois et pas au début. C'est invraisemblable cette question. Mais qu'au bout de 3 mois, l'État se dise « j'ai bien regardé 10 milliards, je trouve que c'est trop », je l'entends. Mais sincèrement, on aurait pu faire l'économie de passer 3 mois à avoir le secteur entier en ébullition. Simon. Ce qu'on entend du côté des opérateurs, au début en tout cas, quand on les interrogeait sur cette valorisation, c'est qu'ils pensaient que l'État allait être d'accord. Ils avaient eu quelques garanties. En termes de méthode, que l'État puisse éventuellement dire, comme il est actionnaire à 23% d'Orange... Mais il y a peut-être eu un revirement de position de l'État au cours des négociations. Et c'est peut-être ça qui a surpris les opérateurs sur la dernière ligne droite. Peut-être que l'État, au plus haut niveau, avait dit oui dès le début, et que quand on est revenu à la fin des négociations, finalement, on a commencé à discuter. Est-ce qu'il n'y a pas eu un contexte qui a fait changer les choses ces dernières semaines, voire ces derniers jours? L'affaire Tavares, allez savoir si ça se trouve, ou ce qui se passe autour de la loi El Khomri, allez savoir finalement, Frédéric, parce que là, c'est de la politique pour le coup. Oui, moi, ce qui m'étonne aussi dans la valorisation, quand on s'intéresse à tous ces gros deals, on en voit dans le monde entier, les États-Unis, on a vu des immenses deals à plusieurs milliards. Bon, c'est sûr qu'on jongle avec des milliards, les sommes sont conséquentes. C'est qu'une valorisation dans une affaire, surtout quand on est à 1 milliard, ça s'absorbe à un moment. Quand vous regardez les grandes fusions, acquisitions qu'il y a pu y avoir dans les télécoms ou dans d'autres domaines, ça finit par s'absorber. Donc je m'étonne moi vraiment qu'au bout du compte, on dise en premier lieu c'est ça qui est plus bloqué. Donc moi je dis qu'il faut vraiment rechercher derrière. C'est des histoires de gouvernance, c'est des histoires de faisabilité. On va en parler dans un instant avec les salariés. Oui. Est-ce que Orange nous dit oui, moi je récupère 5000 salariés de Bouygues Télécom et puis ça tombe bien, j'ai des gens qui partent en retraite. Mais jamais on a vu une entreprise où pile le bon profil qui s'en va, il y a un bon profil qui arrive, c'est le même profil, il va au même endroit, c'est super. Faut arrêter, quoi. Alors, on va parler, il nous reste une dizaine de minutes avant la pause, mais on est ensemble jusqu'à 21h, je vous rappelle, pour parler de l'échec de ce rapprochement entre Orange et Bouygues Télécom. Azad Abadab, je vous donne la parole, délégué central CFDT de Bouygues Télécom, parce qu'on va parler dans un instant de l'avenir de tous les opérateurs. Il reste 4 opérateurs ce soir sur le marché. Et les MVNO. Et les MVNO avec lesquels dont on va parler bien sûr avec vous, Léonidas, puisque vous représentez une association qui regroupe des MVNO présents sur le sol français, sur le territoire français. C'est vrai que la situation a été quand même assez dure à gérer pour les salariés de Bouygues depuis notamment le début de l'année, depuis l'annonce de ces négociations et peut-être plus depuis quelques jours, depuis qu'on attendait un éventuel dénouement qui n'a pas eu lieu pour arriver à celui de ce soir finalement. Comment est-ce qu'on a vu ça en interne il faut commencer par saluer le courage et l'investissement de mes collègues chez Bouygues Télécom. Oui. Ce n'est pas seulement depuis le début de l'année, c'est depuis 2012 qu'on vit une période très difficile en fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a vécu 2 plans de départ, 2 restructurations très lourdes.
il y a eu environ 2000 suppressions de postes dans 2 plans qui sont annoncés. Après, il y a eu des suppressions de postes, mais ça se passait en douce autrement, en fait. Voilà, ça c'est pour dire un peu dans quel contexte on vit. C'est assez difficile, c'est assez dur à vivre au rythme des restructurations et des annonces de rapprochement entre les opérateurs, en fait. Nous, aujourd'hui, l'échec de ce rapprochement... Pardon, déjà question, comment est-ce que vous envisagiez, comment est-ce qu'on voyait en interne cette perspective de fusion avec Orange? Il y avait des inquiétudes aussi de ne pas savoir où les futurs collaborateurs de Bouygues Telecom allaient atterrir après la fusion. Il y avait notamment cette question. Hein. Bien sûr, bien sûr. En fait, il y avait des inquiétudes par rapport au rapprochement. Ça veut dire les salariés, où est-ce qu'on va les ventiler? Parce qu'il était question de ventiler les salariés, les dispatcher entre les 3 opérateurs. Ça a été dit, en fait, la pyramide des âges chez Orange, ça permet d'absorber un grand nombre de salariés de chez Bouygues Telecom. Bien sûr, le poste, enfin, ça ne va pas être au poste pour poste, comme monsieur a déjà dit, en fait. Mais ce sont des salariés compétents chez Bouygues Telecom qui connaissent déjà les secteurs. Ils ont plus d'aptitude à pourvoir les postes qui sont à libérer chez Orange. Ça, c'est un point, en fait. C'est-à-dire, pour nous, si le reclassement allait être chez Orange et seulement chez Orange, ça nous aurait rassurés. Et socialement, c'était la solution la plus adéquate, en fait, pour nous, socialement, en fait. Nous, CFDT, on a fait une sorte de sondage, en fait, auprès des salariés Bouygues Telecom, qui se sont exprimés à plus de 95% pour être reclassés chez Orange. Tout le monde voulait aller chez Orange. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Enfin, le reclassement chez les 2 autres opérateurs, ça aurait été un reclassement, enfin, un peu contre nature et qui ne correspond pas au modèle économique. Je vous lis la déclaration ce soir, monsieur Hadab, de Bouygues, parce qu'il y a eu un communiqué, bien sûr, dans la foulée de l'annonce de l'échec de ces négociations. Dans un marché, je cite le communiqué de Bouygues ce soir, dans un marché où l'hypothèse d'une consolidation devient désormais durablement exclue, ça aussi on verra ce qu'il en est, Bouygues Telecom poursuivra sa stratégie standalone. Alors qu'on présente souvent Bouygues Telecom comme peut-être le plus friable, le plus fragile des 4 acteurs aujourd'hui. Comment est-ce que vous envisagez la suite, vous, au sein de Bouygues Telecom aujourd'hui? Si vous voulez, la stratégie standalone, la stratégie en cavalier seul, on annonce ça en interne depuis 2 ans. Mais la réalité, c'est autre chose. Maintenant, on n'a plus le choix. Hein. On va se battre pour exister, pour aller gagner les clients un après l'autre. Et on espère que l'avenir ne sera pas dur socialement. Maintenant, la stratégie standalone, on nous dit ça depuis des années, en fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe en parallèle? En 2014, il y a eu une tentative de rapprochement avec SFR. En 2015, c'est SFR qui a tenté de nous racheter. Et aujourd'hui, c'est un rapprochement avec Orange. Donc, la stratégie standalone, c'est un plan B, en fait, en attendant une prochaine tentative de rapprochement. On travaille dur pour accroître la base client. Que vous anticipez, que vous souhaitez, que vous anticipez, comment est-ce que vous regardez ça, vous? Est-ce que ça vous paraît inéluctable, tout simplement? Et puis on va poser la question après, on va voir un peu ce qui va se passer maintenant dans le secteur. Si vous voulez, l'opportunité la plus adéquate socialement, c'était de se rapprocher avec Orange. Vu que c'est un groupe qui fait plus de 100 000 salariés, en fait, il a une capacité d'absorber les salariés Bouygues Telecom plus grande que les 2 autres opérateurs. Alors voilà, justement, c'est la question qu'on pose. Maintenant, à 20h18, on est en direct sur BFM Business. C'est maintenant, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on reste avec 4 opérateurs, alors que ce marché, on vous le disiez, essaie de se réorganiser, notamment depuis 2 ans. Se pose la question individuellement de savoir ce qui se passe pour les... Déjà, individuellement, ce qui se passe pour les acteurs, Frédéric. On parlait de Bouygues Telecom, peut-être commencer par Bouygues Telecom, qui forcément se retrouve en standalone et qui dit qu'il peut se le permettre. Dit ce soir Bouygues. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric? Non. On va se permettre aujourd'hui. D'ailleurs, on le répète, parce qu'on oublie aussi que Free avait essayé aussi, de se mettre à la manière. Et là, ça va devenir très, très compliqué. Bon, face à un Orange géant, un SFR qui ressort qui n'est pas sorti d'affaires, qui a énormément de dettes, mais qui sort un peu la tête de l'eau en ce moment. Un Free qui continue son petit bonhomme de chemin. C'est sûr que là, ça va devenir très compliqué pour... Qu'est-ce que se dit Martin Bouygues, à votre avis? Question sans réponse, on n'est pas dans le secret, on n'est pas dans la tête de Martin Bouygues, mais ce soir, on se dit, voilà, en l'espace d'un an, finalement, c'est un deuxième deal avec Patrick Drahi, finalement, il y a un an, ce serait peut-être pas si mal, c'était 2 industriels, et que peut-être il y a une autre négociation à revoir, pourquoi pas. Vous êtes d'accord là-dessus, Stéphane, vous? On peut faire la boule de cristal là-dessus, pas de souci, hein. On en est là, ce soir. Les analystes, on est les meilleurs pour ça. Je pense qu'il y a effectivement une histoire d'homme qui est d'ailleurs venue parasiter fortement le dossier.
On pourra en discuter après, mais je pense qu'en fait, l'échec est lié à une raison politique. Et on pourra y revenir après. Je pense que fondamentalement, c'était une patate chaude qui allait exploser en plein milieu des élections, et c'est ça la raison, en fait. C'est que je pense qu'au niveau du gouvernement, on l'a fait capoter volontairement parce qu'on ne voulait pas de licenciement. Je rappelle qu'on allait splitter l'opérateur parce que ce n'est pas une fusion, contrairement à ce qu'il dit. C'est un dépeçage de l'opérateur, une vente par appartement en 3, voire 4, voire 5, parce qu'il y a des petits bouts qui allaient partir à droite, à gauche. Voire même une partie du réseau qui était jetée à la poubelle. Exactement. Et donc, si vous voulez, il y a un moment qu'Orange s'engage, et ça là-dessus, Stéphane Richard l'a démontré de manière indiscutable pendant la période qui était douloureuse pour Orange dans la période des suicides. C'est indéniable qu'Orange était effectivement le mieux pour ça. Par contre, vous ne pouvez pas imposer à SFR et aux autres acteurs, etc., l'aspect social. Imaginez qu'on est en pleine période électorale, je pense que tout le monde le sait, ça commence un peu à s'agiter. Imaginez-vous qu'en décembre, janvier l'année prochaine, il y ait quelques charrettes qui soient faites. Il est compliqué pour un président de se représenter alors qu'il vient de pousser un deal dont beaucoup disaient qu'il ne fallait pas le faire. Donc je pense que la raison, elle est là. C'est que la peur, en réalité, c'est qu'il y avait une patate chaude derrière, sans garantie fondamentale sur l'aspect social après Orange. Les effectifs qui vont chez Orange, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça, là-dessus, tout le monde le savait. L'État est là, etc. Je pense que pour les autres, c'était un peu plus compliqué. Ça, c'était un des premiers points. Ensuite, aujourd'hui, il est évident que Bouygues se retrouve dans une situation difficile. C'est d'ailleurs dommageable parce que c'est quand même un opérateur qui a révolutionné le mobile. Je rappelle, avant Free, c'est quand même eux qui ont inventé le forfait, etc. On ne va pas revenir, mais c'est quand même une histoire industrielle importante. Moi, je trouve dommage qu'on en arrive là. Moi, je suis pour cette fusion et j'étais pour d'autres raisons, celles qui ont été évoquées. Je trouve dommage que maintenant, les politiques, au dernier moment, au bout de 3 mois, commencent à se réveiller, etc. Maintenant, on va être franc. Celui qui mène la discussion pour Orange, c'est Stéphane Richard. C'est le seul qui n'est pas propriétaire de la société. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec tout à l'heure l'analyste financier qui a parlé. Vous avez un Drahi qui fait de la dette, qui fait du LBO. Ouais. Vous avez Stéphane Richard, il n'est pas propriétaire. Lui, c'est très facile de parler. Propriétaire, c'est l'État. L'actionnaire de référence, c'est lui. Donc je suis étonné qu'à la fin, on découvre qu'on soit à une position de blocage. Je pense sincèrement qu'il y a les politiques, que cette histoire a commencé à effrayer au plus haut sommet de l'État, et on a commencé à essayer de trouver... Et ces questions, on ne pouvait pas les anticiper dès janvier quand on a commencé à discuter. Mais déjà, le standstill qui a été donné par Macron, je suis désolé, il a choqué tout le monde, il était évident qu'il était de mauvaise foi. Donc je pense qu'il y a eu des consignes qui ont été données, c'est un avis personnel, pour le pousser. Le standstill, en fait, c'est un système qui permet de geler en fait une participation et d'empêcher quelqu'un de monter plus haut. Donc en fait, on disait à Martin Bouygues, en clair, on te donne de l'argent, tu viens, tu as un strapontin, tu peux rien dire et en plus je te retire tes droits de vote. Et c'était difficilement acceptable. Alors c'est acceptable pour 1 ou 2 ans, on peut imaginer encore, mais alors un capitaine d'industrie ayant ce passé-là, je vais vous dire franchement, c'est une humiliation. Je vais être franc avec vous, j'ai trouvé ça... Mais c'est pour ça que je dis, il y a une histoire politique parce que c'est manquer de respect à Martin Bouygues d'aller chercher des choses comme ça. Sincèrement, c'est pas très correct. Frédéric Simotel. On parlait d'histoire tout à l'heure, mais c'était son père qui avait l'habitude de dire, Francis Bouygues disait toujours petit actionnaire, petit con. Voilà, oui, petit emmerdeur, il disait. Petit emmerdeur. Voilà. On va reprendre juste une chose. Si on regarde l'histoire, on regarde que tous ceux qui étaient pour 4 licences, si on fait un petit retour dans l'arrière, on se replonge dans les revues de presse, tous ceux qui étaient pour les 4 licences à l'époque, en 2011, sont les premiers à être pour qu'on revienne à 3 opérateurs. Enfin, voilà, il faut un peu raison garder et tout ça à tête. On va reprendre François Mallet qui est toujours avec nous courageusement au téléphone, qu'on récupère quelques responsables des marchés actions, Kepler Chevreux. François, question aussi qu'on pose là, parce que c'est la deuxième partie de notre conversation ce soir. Qu'est-ce qui se passe maintenant finalement? Est-ce que vous voyez des opportunités, éventuellement ressurgir pour une consolidation à 3 qui se fera peut-être un jour finalement? François, comment est-ce que vous regardez ça? Moi, je suis très très admiratif, je vous écoute tous, par le discours que nous a tenu le représentant des salariés, qui est tout à fait lucide sur l'entreprise et lucide sur le positionnement de Bouygues Télécom, qui fait qu'à un moment ou à un autre, oui, on va retrouver une situation et peut-être que Martin Bouygues ira chercher un partenaire à l'étranger. Finalement, c'est aussi une possibilité,
puisqu'on n'a pas réussi à s'entendre. J'ai entendu une petite critique sur l'actionnariat de l'État et Stéphane Richard. Excusez-moi, mais je pense que Stéphane Richard, ce qu'il a fait au niveau d'Orange est très impressionnant et qui montre qu'il connaît bien le tissu industriel. La deuxième chose, oui, il y a un problème d'homme et aujourd'hui, le seul à s'entendre avec Martin Bouygues, c'était Stéphane Richard. Et je n'imagine pas une seule seconde qu'il y ait un projet de mariage à nouveau avec Patrick Drahi ou avec Xavier Niel, tout simplement parce qu'on l'a vu à travers les journaux, ils ne s'entendent pas. Et ils ne s'entendront pas demain. Stéphane Dubreuil vous répond... Les immobilières peuvent être les amis de demain, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. Et là-dessus, alors là, on est irréconciliable. Oui. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y aura un mariage et il étonnera tout le monde. Les ennemis d'hier peuvent être les amis de demain. Il y a un moment, le pragmatisme y revient. Aujourd'hui, il y a des histoires d'hommes, mais elles peuvent à un moment trouver une solution. Et je pense qu'il y a un moment raison de garder. Une fois que le tumulte va se passer là pendant les 2-3 semaines qui vont arriver, tout le monde va se remettre autour de la table et on va trouver une solution. Vous y croyez ça, François ? Alors, qu'on peut trouver une solution, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas Orange et Bouygues Télécom dans ce cas-là ? Mais j'ai beaucoup de mal, je persiste quand même, pour en avoir parlé aussi avec les uns et les autres, que l'on puisse avoir une alliance entre Martin Bouygues avec les deux autres protagonistes. Je pense, excusez-moi, que ça va être extrêmement compliqué. Frédéric, je vous pose là, François Mallet lance une piste. Est-ce que vous dites, bon, bah allez, laissons passer quelques temps, parce qu'effectivement, les relations sont bonnes finalement entre Stéphane Richard et Martin Bouygues. Est-ce que vous vous dites, bah pourquoi pas, en laissant passer un petit peu de temps à la faveur d'une alternance politique? Oui, mais ils s'entendent bien, mais c'est le scénario le plus improbable, qui en théorie est impossible sur le papier. Il faut le rappeler, en théorie, il n'est pas possible qu'un dominant achète le troisième d'un marché. C'est vrai que d'un point de vue en Europe, en tout cas, ça s'est pas passé comme ça effectivement jusqu'à présent. Oui. En Europe, c'était les plus petits qui fusionnaient entre eux. Oui, c'était Quant au fait que Bouygues ne s'entende pas un moment, Martin Bouygues ne s'entende pas un moment avec Patrick Drahi ou avec Xavier Niel, Martin Bouygues, il est sur des deals mondiaux dans le bâtiment et tout ça. Combien de fois il s'est pris la tête avec des pays parce qu'ils n'ont pas accepté de construire telle université et 6 mois plus tard, ils construisaient une mosquée, voilà, pour parler de l'Arabie Saoudite et voilà, et les amis d'hier reviennent parfois les amis de demain et business is business. Léonidas Kalogeropoulos. Non, mais il est vrai qu'on a de toute façon un problème industriel qui a motivé ce rapprochement, comme les 2 autres ou 3 autres qui ont échappé précédemment. On a aussi 2 modèles de concurrence qui étaient alternatifs dans les télécoms. Ou bien on faisait venir un 4e opérateur et finalement ça a un peu tout cassé, ou alors on faisait vivre les MVNO qui ont été toujours considérés depuis 2008 avec leur apparition comme étant un peu des tribulions. Et le fait est quand même qu'ils représentent 11 millions de clients qui sont servis aujourd'hui par ces acteurs qui achètent des minutes en gros et qui les revendent au détail. Qu'est-ce qui se passait avec la fusion? Et effectivement, c'est pour ça qu'elle était en partie contre nature. C'est que de marier Orange avec Bouygues Télécom, ça mariait aussi 2 opérateurs qui vendaient des minutes en gros. Donc on avait une disparition d'un acteur de vente en gros. Il n'y en aurait eu plus que 2. Et on sait bien ce qui se passe avec un duopole. C'est un marché qui dysfonctionne. Et à ce moment-là, et forcément, l'autorité de la concurrence s'interrogeait sur toutes les manières de faire émerger d'autres acteurs de vente en gros, notamment en poussant Free à accueillir des MVNO, ce qu'il n'a jamais accepté de faire jusqu'à présent. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les MVNO sont des acteurs qui peuvent faire vivre la concurrence. On va reparler des MVNO. Peuvent effectivement, du coup, rendre possible un rapprochement à 3 sans que tout le monde s'endorme. Et on va reparler des MVNO dans à l'évidence, un instant on peut y revenir. Que vous représentez, Léonidas. On va remercier François Mallet qui était avec nous au téléphone, qui est courageusement resté une demi-heure avec nous au téléphone. Merci beaucoup François, à très vite. À bientôt. Responsable des marchés actions Kepler-Chevreux. On va libérer aussi Monsieur Hadab qui est avec nous. Juste un mot quand même, Monsieur Hadab, je vous demandais si vous allez demander à rencontrer, on imagine, Martin Bouygues très prochainement, dès lundi, peut-être dès la semaine prochaine, pour débriefer ce qui s'est passé. On se souvient qu'il y a un an, il avait refusé de se marier justement avec SFR et Patrick Drahi. Les salariés de Bouygues Télécom avaient été plutôt satisfaits. Est-ce que vous avez demandé à rencontrer Monsieur Bouygues? Nous, on va le rencontrer bientôt dans le cadre du comité du groupe, en fait. Ça serait bien sûr l'occasion d'aborder ces sujets-là. Aujourd'hui, l'avenir en cavalier seul, en stand-alone, ça va être difficile, très difficile. Mais c'est possible. Les salariés, nous, on y croit, on va se battre, on n'a pas d'autre choix, on va le faire. Mais maintenant, il faut que les actionnaires y croient aussi. Et comment ils montrent qu'ils y croient? C'est-à-dire en investissant lourdement dans l'entreprise pour ça aussi, on parlera des investissements. Voilà. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Bouygues Télécom a une structure financière qui est saine.
on n'est pas surendetté. Enfin, par rapport à d'autres, ça va bien en fait. La question de l'investissement dont on parlera aussi beaucoup parce que c'était l'un des enjeux de ce rapprochement, c'est de permettre aux différents acteurs d'investir beaucoup plus dans les prochaines années. Merci beaucoup monsieur Dam, merci d'avoir été avec nous ce soir, délégué central CFDT de Bouygues Télécom. Nous on marque une petite pause et puis on continue la discussion bien sûr autour de l'échec de ce rapprochement entre Orange et Bouygues Télécom. Ça a été officialisé sous les coups de 19h. On fait une émission spéciale ce soir sur BFM Business. A tout de suite. Édition spéciale sur BFM Business.